Bienvenue à tous. J'ouvre officiellement ce webinaire. Mon nom est David Smener. Je suis responsable et cofondateur du centre de formation SMACA. Aujourd'hui, j'ai la chance de jouer le rôle de modérateur pour ce webinaire qui va durer 1 heure. Sur le sujet, un sujet d'actualité, on va discuter de l'IA, comment l'IA transforme aujourd'hui les pratiques médicales et bien sûr améliore la qualité des soins. Donc on a une grande chance d'avoir 3 intervenants experts dans ce domaine. Je céderai la parole successivement à Jean-Michel Vasse de la Haute École de Fribourg, puis à Quentin Métayer, qui est docteur en informatique dans ce domaine d'expertise, et par la suite à Léonie Mener, qui est étudiante en médecine en 6e année. Et je la remercie, en tout cas je remercie aussi l'hôpital de Brest de lui laisser le temps de prendre une pause. Elle est actuellement aux urgences, elle est avec nous pendant cette heure-là. Merci à l'hôpital de Brest de lui laisser le temps d'intervenir. Merci. D'un point de vue logistique, sachez que ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez le regarder en replay, le partager avec d'autres personnes. Ce webinaire, comme je vous l'ai dit, on reste sur un format d'1 heure, environ une quinzaine de minutes pour chaque intervention. Et notre objectif, c'est de continuer d'échanger, de partager durant le dernier temps, durant le dernier quart d'heure. Donc vous pourrez utiliser via la plateforme Teams le système de conversation et aussi quelque part ouvrir votre micro. Mais sachez que pour réguler les questions-réponses, c'est souvent plus aisé d'utiliser le mode conversation. Donc voilà. Je n'ai plus rien à dire sur la point de vue logistique. Merci. Je cède tout de suite la parole à Jean-Michel Vasse. Merci beaucoup, David. Le temps pour moi de partager la présentation. Merci à toutes et tous de participer à ce webinaire. Donc, je vais commencer, moi, le premier tiers de ces interventions en vous présentant iLearn, développement des compétences en raisonnement clinique infirmier par l'oculométrie. Je suis professeur associé à la Haute École de Santé de Fribourg. J'ai une activité clinique pendant plus de 25 ans à l'hôpital, dont 17 ans en tant qu'infirmier anesthésiste. Alors, iLearn, voici les objectifs que j'aimerais qu'on puisse traverser rapidement ensemble. L'occasion de vous présenter iLearn et quelques cadres de référence associés. Vous partagez également quelques résultats des évaluations qu'on a fait auprès des étudiantes et des enseignants qui l'ont utilisé. Évoquer quelques enjeux relatifs à l'utilisation de l'IA dans le cadre de ce projet, mais je pense transposable à d'autres projets IA aussi, et puis peut-être susciter l'intérêt d'autres secteurs, d'autres établissements, d'autres disciplines à l'utilisation ou à la transposition d'iLearn. Alors, qu'est-ce que c'est qu'iLearn? Pour en parler globalement au départ, tous les termes qui sont en gras sur cette diapositive seront très rapidement réexpliqués ensuite. iLearn, c'est un outil pédagogique innovant qu'on a développé en partenariat entre la Haute École de Santé de Fribourg et la Haute École d'Ingénierie et d'Architecture de Fribourg, qui utilise l'oculométrie pour aider les étudiants à renforcer leur raisonnement clinique infirmier, notamment en les aidant à développer leurs capacités, leurs compétences en métacognition. Ça se passe dans le cadre d'une simulation standard avec un débriefing classique, mais durant la simulation, les étudiants portent ces lunettes d'oculométrie et après la simulation, de manière autonome et à distance, sont invités à revoir leurs vidéos et à traiter les informations statistiques qui sont données par l'intelligence artificielle sur la base de la vidéo d'oculométrie. Cette analyse que les étudiants font à distance, qui dure environ 1 heure, 1 h 30, favorise donc la prise de conscience de la situation. On sait que c'est un des éléments charnières dans une résolution de problème. Et puis, s'appuie notamment, et Quentin nous en reparlera également tout à l'heure, sur des données d'activité visuelle, notamment sur les fixations
posées sur les zones corporelles et l'environnement durant les simulations. Pendant l'utilisation d'iLearn, pendant la simulation, les enseignants font des annotations qui sont ensuite réexploitées par les étudiants lorsqu'ils font leur travail à distance. Alors, le raisonnement clinique, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? C'est un processus de résolution de problèmes systématique et itératif qu'on enseigne auprès de nos étudiants sous la forme d'une systématique dite ABCDE. Dans le monde de la santé, c'est quelque chose qui est assez connu, qui reprend peu ou prou le trajet de l'oxygène à travers l'organisme et qui amène les étudiants à évaluer chaque système respiratoire, système cardio-circulatoire, système neurologique, de manière assez systématique. Tout ça sous forme de raisonnement hypothético-déductif, puisque les étudiants ont peu de représentation initiale. L'objectif, c'est de les faire travailler étape par étape pour éviter les effets tunnels, de manière à ce que progressivement, ils puissent développer des patterns ou un certain nombre de systématiques d'analyse, en sachant qu'un expert, lui, doit varier entre un type intuitif et puis un type déductif. L'intuitif gagne du temps, le déductif limite les risques d'effets tunnels. La métacognition, qu'est-ce que c'est ? Connais-toi toi-même, on disait ça il y a plus de 2000 ans, mais l'objectif en pédagogie, c'est de pouvoir aider les étudiants à progresser en découvrant d'approfondissement la compréhension de leur propre fonctionnement de travail. Alors, il existe beaucoup de modèles, mais celui sur lequel on s'appuie, Leclerc notamment, définit la métacognition comme un jugement, une analyse et des régulations observables qui sont réalisées par l'apprenant, non seulement sur le produit, c'est-à-dire le résultat de ses apprentissages, mais surtout sur le processus. Qu'est-ce qui a amené l'étudiant à agir d'une manière ou d'une autre, et ça dans différents temps, pré, per et post-performance. Dans ce cadre de référence, quelques mots aussi sur la prise de conscience de situation. C'est valable dans le milieu des soins, mais face à tout autre système de résolution de problèmes. Il existe différentes étapes pour résoudre un problème, notamment de bien comprendre une situation, de manière à prendre des décisions ensuite efficaces, de manière à avoir une action performante. Et dans cette prise de conscience de la situation, une des étapes importantes, c'est la perception des données qui sont souvent de l'ordre visuel. Alors, il peut y avoir beaucoup de facteurs extrinsèques ou intrinsèques qui peuvent modifier ces différentes étapes. Quand un étudiant ou une étudiante réalise bien une prise en charge, on peut faire l'hypothèse que toutes les étapes ont bien été réalisées, mais quand le résultat n'est pas satisfaisant, pas assez satisfaisant, on peut s'interroger, les étudiants aussi, est-ce que c'est un problème d'identification ou de vue d'un élément qui n'a peut-être pas été fixé au niveau cognitif ou qui n'a pas été compris comme étant prioritaire ou ensuite pour lequel on n'avait pas les interventions à mettre en place. Il existe différentes tranches et c'est toujours difficile de savoir sur quelle tranche devoir poser le plus son attention et son travail. Et iLearn permet, en tout cas sur les premières tranches en lien avec la perception visuelle et l'organisation, de faire travailler les étudiantes et les étudiants. L'oculométrie, Quentin y reviendra ensuite, c'est un système qui filme un objet. En l'occurrence, actuellement, on utilise une paire de lunettes, donc un observateur mobile sur un environnement mobile, qui filme ici, d'un point de vue subjectif, une situation, mais qui filme également le regard et qui reporte sur le film les différents points de regard qui sont portés, en sachant que certains points de regard, qu'on appelle les fixations, des points de regard qui durent un peu plus longtemps sur un objet, sont susceptibles d'être des éléments qui sont enregistrés au niveau cognitif. Alors là, un petit exemple de la manière dont on l'utilise avec nos étudiants. Donc on a ici une patiente simulée, on voit le rond qui correspond au regard, et puis on voit déjà un petit peu l'intelligence artificielle qu'on a enregistrée et qui permet, dans l'exploitation, pas en direct, mais dans l'exploitation, d'identifier les différentes zones corporelles qu'on l'a entraîné à identifier. Alors, on voyait le buste, le visage. Là, on est dans une évaluation de la fonction cardiaque et c'est important de voir si on a des œdèmes au niveau des membres inférieurs. Donc là, on voit que le système reconnaît les jambes. On en parlera après, mais on a entraîné ce modèle d'IA avec plusieurs centaines d'images
et on a un taux d'efficacité qui est assez bon, tant sur la personne que sur l'environnement. Et ici, on voit que le système reconnaît la prise de notes. Alors, le processus d'iLearn, d'une manière générale, il s'inscrit dans une simulation standard. Les étudiants ont eu un pré-briefing en début de leur formation, mais le jour de la simulation, ils bénéficient d'un briefing, quelques minutes pour prendre connaissance de la situation ou du dossier. Ensuite, ils réalisent la simulation. Entre deux, 1 minute tout au maximum d'installation des lunettes et de calibration si nécessaire. La simulation se fait normalement, avec en ajout, on le voit dans la photo en haut à droite, la possibilité, bien sûr, dans les simulations qu'on utilise, nous, d'avoir une vision externe grâce à des caméras externes, mais également sur l'ordinateur portable, ici, la vue subjective qui est transmise depuis les lunettes et la possibilité d'annoter ces différentes phases A, B, C, D, E dont on parlait tout à l'heure. On voit ici un étudiant qui porte ses lunettes qui sont, somme toute, relativement discrètes. La simulation est suivie d'un débriefing classique qui n'utilise pas du tout la vidéo subjective et c'est quelques jours, quelques semaines après que les étudiants peuvent exploiter la simulation sur la plateforme qu'on a développée et ceci de manière autonome sous forme peu ou prou d'un entretien d'explicitation qui traverse différentes étapes. Une première étape durant laquelle on demande aux étudiants de s'auto-évaluer dans leurs compétences en raisonnement clinique. Et puis ensuite, ils doivent voir, visualiser leurs vidéos et réaliser les annotations à travers leur observation des différentes phases A, B, C, D, E, sur le même modèle que ce qu'ont fait les enseignants en direct durant la simulation. Ceci leur permet d'obtenir différentes informations. On va le voir après, une frise d'organisation de la BCDE et des statistiques de zone de regard. Une trentaine de questions traversent ce processus. Les premières permettant d'amener les étudiants à faire une analyse globale de leur prise en charge, sans qu'il n'y ait de bonnes ou de mauvaises réponses sur les questions, mais plutôt des questions qui amènent les étudiants et les étudiantes à réfléchir. Et puis, on referme un petit peu l'angle et on les amène à analyser des moments plus précis des sous-phases dans le A, B, C, D, E. On leur propose de comparer les annotations de l'étudiant et de l'enseignant, et les leurs, tout ça pour amener ensuite au questionnement métacognitif pour que chacune puisse comprendre, objectiver son fonctionnement propre avec ses forces et ses zones d'amélioration potentielles. À la sortie du processus, on refait l'auto-évaluation du raisonnement clinique sur le même modèle que ce qu'on avait fait en introduction. Alors voici quelques illustrations. Quentin illustrera quelques éléments de la plateforme, mais on voit ici sur la gauche la frise qui est générée par les observations de l'enseignant ou par les observations de l'étudiant ensuite avec les marquages ABCDE. On voit globalement que c'est un étudiant, une étudiante qui était relativement organisée, mais on voit certaines similarités, mais également des différences. Typiquement, l'enseignant, lui, n'a pas pu deviner ou n'a pas observé que l'étudiant avait fait une phase A. On voit aussi dans la phase B3 que l'étudiant, lui, a considéré qu'il avait évalué le système cardiaque. Alors, sans qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises réponses, mais ça amène des questions qui font analyser de manière un peu plus précise la situation. On voit sur la droite ce que les étudiants voient quand ils doivent analyser un petit peu plus finement la situation avec la revisualisation de la vidéo et la surimpression des zones identifiées par l'intelligence artificielle. Et puis tout à droite, les statistiques qui sont proposées aux étudiants, au départ sous forme de graphiques, de camembert, et puis on a fait évoluer le système pour que ce soit utilisable le plus facilement possible pour nos étudiants, avec une silhouette qui est plus ou moins foncée en fonction de la quantité de regard ou de la durée de regard portée sur un élément. Quand on passe la souris sur la plateforme, sur une zone, on voit le pourcentage de regard, le temps, le nombre. Ça peut être sur la silhouette, mais ça peut être aussi sur l'environnement. En l'occurrence, là, on voit la tablette qui sert à la prise de notes qui a été beaucoup regardée. Ici, on est dans une phase B1, on le voit là, donc une phase d'évaluation respiratoire. On imagine bien que c'est assez logique que l'étudiant ait regardé le thorax et le visage.
si il ou elle avait regardé plus les pieds, probablement qu'il serait interrogé là-dessus et comprendre qu'est-ce qui pouvait expliquer que le regard n'était pas porté là où il aurait dû l'être. Alors, on a à chaque utilisation posé des questions à la fois aux étudiants et aux enseignants. Environ 200 étudiants ont déjà utilisé le système et 17 enseignants. Et pour faire court, les résultats sont très satisfaisants. Il y a un intérêt pédagogique important. Il y a un sentiment d'utilité qui est élevé, une clarté, une facilité d'utilisation de la plateforme. Quelques craintes initiales sur la complexité technique, que ce soit des enseignants ou des étudiants, ont toutes été dissipées très rapidement dès les premières utilisations. On a eu quelques résultats parfois inattendus, notamment avec les questionnaires, la comparaison du questionnaire avant-après, où on se rendait compte que parfois le questionnaire d'auto-évaluation après exercice avait des scores plus bas qu'avant. Mais somme toute, la littérature Gordon et Burch vont assez dans le sens de l'expérience qu'on en a fait, c'est-à-dire que dans les apprentissages, on sait dans la théorie que parfois on est un incompétent inconscient, qu'au fur et à mesure on devient un incompétent conscient pour ensuite se transformer en compétent conscient et finalement en compétent inconscient. Alors avec les étudiants débutants, souvent on passe de l'incompétence inconsciente à l'incompétence consciente, et c'est déjà une bonne chose. Et puis avec les plus avancés, on passe de l'incompétence consciente à la compétence consciente. Quelques verbatim d'étudiants, on ne va pas tous les faire, mais ils représentent assez bien ce qu'on cherchait à faire. Le fait de se revoir dans la situation de son propre point de vue permet d'avoir à nouveau les mêmes pensées que lors de la simulation, ce qui est positif car on peut réfléchir sur ses pensées pour savoir comment en avoir de meilleures pour la suite. Ou alors, le fait de prendre conscience que l'on peut regarder quelque chose, mais pas forcément le prendre en considération, c'est un élément important, puisque quand on sait ce qu'on recherche, on le trouve beaucoup plus facilement que quand on recherche quelque chose qu'on ne connaît pas. Et dans l'évaluation des signes cliniques auprès de nos patients, c'est quand même régulièrement le cas. Ou alors pouvoir revoir à travers nos yeux ce qu'on a fait, se remettre en situation et se rendre compte que finalement, on a oublié beaucoup de choses après le débriefing et que cette réafférentation cognitive permet aussi d'approfondir l'analyse. Quelques, disons, réflexions sur l'utilisation de l'IA dans ce projet. D'abord, on a toujours cherché à utiliser la technique, que ce soit les lunettes d'oculométrie ou l'intelligence artificielle, au service de la pédagogie, et pas l'inverse. L'effet wow de la technique doit être dépassé. L'importance aussi de clairement analyser l'activité des étudiants ou d'analyser l'activité de l'apprenant pour lui proposer ensuite un modèle de formation qui correspond vraiment aux outils et à l'intelligence artificielle, mais surtout aux objectifs visés. Considérer aussi des aspects éthiques, notamment la gestion de l'image. Typiquement, puisque nos étudiants regardent des corps d'humains, on a choisi de ne pas diffuser en direct aux autres étudiants le regard et les vidéos subjectives, parce qu'il y a quelque chose de quand même assez personnel. Et puis, comme on est dans un milieu académique, la gestion des données est aussi un élément sensible, raison pour laquelle on a développé notre propre plateforme. On a également entraîné une intelligence artificielle et puis on stocke nos données sur nos serveurs pour éviter des clouds à l'étranger, puisque finalement les concepteurs des lunettes proposent des plateformes, mais pour lesquelles les données et la gestion des données sont assez opaques. Voilà, tout ça aussi pour dire l'importance de l'interdisciplinarité, même si j'ai quelques intérêts techniques et technologiques. Effectivement, le fait de pouvoir travailler en partenariat entre milieu de la santé, pédagogue, et puis milieu technique et de programmation a certainement valorisé notre projet. Et puis des transpositions, nous sommes en cours de transposition à d'autres domaines, et là, typiquement,
dans le monde, on va dire, un petit peu plus centré technique, notamment de ce qui se trouve dans les formations SMACA. Effectivement, on a un exemple, c'est Quentin qui va parler après, qui avait réalisé cette vidéo, où on voit finalement un modèle de résolution de problème ou de mise en place de systématiques d'analyse avec une tâche à réaliser, des outils, une notice, et là on voit que même si le regard n'était pas 100% bien, disons, étalonné, on voit le suivi des différentes étapes, et puis c'est assez intéressant parce qu'on va voir dans quelques instants que les étapes sont correctement réalisées jusque-là, mais qu'on peut être trahi par son regard ou par son cerveau, puisque pour visser une vis, on peut parfois utiliser l'outil à disposition, on le voit ici, ou se rendre compte que ça n'est pas optimal et rechercher sur la notice qu'on avait pourtant déjà regardé, se rendre compte qu'effectivement on avait un autre outil qui était à disposition. Et ça, le fait de le revoir et de se reposer la question, qu'est-ce qui fait que j'avais regardé la notice, j'avais touché l'outil et puis pour autant je ne l'ai pas utilisé au moment complètement adéquat. Voilà un exemple parmi d'autres du lien qu'on peut faire entre le regard et puis la mise en activité. Ça, c'est un exemple de ce qui pourrait être la transposition des frises ABCDE dans un monde différent, notamment le monde de l'industrie ou de la formation technique, où on peut identifier différentes étapes et puis retravailler sur ces différentes étapes. Voilà, quelques références et puis un QR code que vous pouvez scanner qui vous mène vers la page de iLearn, sur la page de la Haute École de Santé, sur laquelle vous retrouvez les publications et les interventions qu'on a fait en Suisse et aussi à l'étranger, dans 5 pays différents jusqu'à maintenant, et peut-être bientôt un 6e, avec SMACA intégré tout bientôt sur cette page. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Sans plus tarder, la parole à Quentin qui est avec nous, mais je crois qu'il est en France, il est à Mulhouse dans un congrès où il met en avant ce type, en tout cas, de réflexion. Donc, Quentin, c'est à toi. Ok. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Alors, il y aura un petit peu de bruit de fond. Je vais essayer de parler lentement pour que vous puissiez bien m'entendre. C'est bon ou pas? C'est tout bon. Ok. Alors, je me présente Quentin Métayer. Donc, je suis docteur en informatique et j'ai aussi contribué au projet iLearn du côté de de la Haute École d'ingénieurs à Fribourg. Et j'ai travaillé 7 ans sur des projets de recherche pour mettre la technologie au service de l'humain dans différents domaines, et notamment le domaine de la santé. Parce qu'on sait que la transition numérique, c'est une évidence. Donc, on doit souvent utiliser la technologie, encore plus avec l'émergence de l'intelligence artificielle de nos jours, mais on n'a pas toujours les compétences nécessaires pour l'utiliser d'une manière efficace et développer des solutions qui répondent aux besoins. Et c'est aussi le rôle des HES d'amener cette expertise nécessaire au développement d'un produit. Et c'est pour ça que l'interdisciplinarité faisait beaucoup de sens, parce que Jean-Michel et son équipe connaissaient bien le domaine des soins, et nous, on connaissait aussi les technologies de l'eye tracking et de l'intelligence artificielle, et l'idée, c'était de les mettre au service de leur projet. Donc la question, c'était pourquoi on n'utiliserait pas la technologie et notamment l'IA pour soutenir la formation dans ce cadre-là. Et donc, la solution, c'est iLearn, comme Jean-Michel vous l'a montré, les lunettes qui sont utilisées et par les étudiants à gauche et par les professeurs sur la droite pendant la simulation. Donc, faut aussi que nous, qui ne sommes pas du métier, on prenne le temps de comprendre les besoins et de voir comment on peut intégrer la technologie de manière la plus simple et efficace possible pour que ce soit vraiment utile pour les utilisateurs finaux et pas juste un gadget qu'on va ajouter pour montrer qu'on utilise l'intelligence artificielle. Donc on s'est beaucoup basé sur la prise de conscience de la situation. Je vais pas revenir, mais c'est vrai que le niveau 1 de perception est très important pour prendre la bonne décision et faire la bonne action. Il y a d'abord la perception, et donc la perception, c'est nos différents sens, mais c'est notamment le regard. Et donc la conscience de la situation, elle se fait ça. Il faut d'abord prendre l'information, l'interpréter et se projeter vers une prise de décision et une action. Et donc c'est pour ça que le regard est très important. Donc, rapidement, les mouvements oculaires, on peut vite comprendre que ça peut aller dans les 3 axes. Et puis notre champ de vision, il va être plus ou moins grand en fonction du type de tâche qu'on veut faire. Donc, sur la lecture, on va avoir un champ de vision qui va être très focalisé sur notre regard.
Par contre, dès qu'on va vouloir discriminer, par exemple, des couleurs, on est capable d'utiliser un champ de vision qui est beaucoup plus large. Donc c'est bien d'avoir aussi cette information en tête qu'on va développer le système. Et notamment, pour l'oculométrie, on peut classifier les mouvements oculaires dans 3 grandes catégories distinctes. Les fixations que nous, on a utilisées pour le projet, parce que la prise d'information, on prenne en compte l'information, c'est important de fixer l'objet. Donc, c'est 200 à 600 millisecondes où on a focalisé notre regard de manière constante sur un objet. Et à l'inverse, on a les saccades, donc ça va être un mouvement rapide d'un objet à un autre. Entre 2 fixations, on fait une saccade. Ça, on peut définir ça comme un déplacement brusque de la focalisation des yeux. Et on a encore un troisième qui est un peu entre deux, mais on va fixer un objet en mouvement. Et donc ça, on parle de smooth pursuit en anglais, où on va faire un mouvement continu de l'œil. Donc nous, dans le cadre de ce projet, on s'est dit que les fixations étaient plus pertinentes à mesurer et à proposer aux étudiants sous forme de graphique, parce que c'est le premier élément qui va nous amener vers la prise de conscience de l'information et la bonne action. Donc on s'est focalisé sur les calculs des fixations. Rapidement, pour expliquer un peu le matériel d'avant, donc ça c'était des eye trackers, donc c'est des barres qui étaient fixes au niveau plutôt des écrans d'ordinateur qui nous permettaient de traquer le regard d'une personne. Et maintenant, avec le développement de la technologie, on a ce qu'on appelle des wearables, des systèmes qui vont être portés par l'utilisateur. Donc, on a 2 grandes entreprises qui développent ça, Tobii et Pupil, qu'on a nous utilisé, donc les 2 versions différentes en bas à droite de l'écran. Et on a d'abord un pan où on a utilisé l'oculométrie et on a voulu forcément utiliser l'intelligence artificielle, pas par hype actuel, mais parce que il y avait un vrai besoin. Donc, l'IA, de manière générale, ça va être un système intelligent qui peut reproduire des capacités de calcul que l'humain ne peut pas faire, ou alors ça lui prendrait beaucoup trop de temps. Et puis après, on a une sous-catégorie qui est le machine learning, donc ça va être un système qui va être capable d'apprendre sur des données de manière supervisée ou non supervisée. L'humain lui donne le label à apprendre la bonne réponse, ou alors même par la structure des données de manière non supervisée, le système peut apprendre par lui-même à trouver des catégories. Et puis, pour aller encore plus loin, il y a le deep learning, donc c'est des algorithmes qui vont reproduire la manière dont le cerveau fonctionne avec des couches de neurones. Et on l'appelle deep parce que c'est des couches, c'est des architectures profondes avec beaucoup de couches de neurones. Et donc, ça va permettre d'améliorer la façon dont le modèle va apprendre sur les données et donc donner des meilleures capacités, des meilleurs résultats. Nous, c'est utilisé, c'est concentré sur l'utilisation de modèles de deep learning pour la reconnaissance d'objets dans les vidéos. Comment ça marche? Donc, nous, on va détecter des zones d'intérêt. Donc, c'est un élément qui est important à regarder pour la réalisation de la tâche. Donc, dans le cas des soins infirmiers, c'était tête, bras, le buste, les jambes du patient et éventuellement le matériel de monitoring et aussi les notes des étudiants. Comment ça va marcher? Donc, en 3 étapes, on va, nous, d'abord, un humain, annoter des images sur un système. Donc, on a extrait des images de différentes vidéos qu'on a enregistrées dans des premières simulations, que ce soit en test pour le projet de recherche ou avec des étudiants. Faut faire attention aux biais pour être sûr que le modèle va être capable de détecter de manière précise dans différentes situations, que ce soit différents angles, différentes luminosités, aussi les différentes couleurs de peau pardon, des humains, différents sexes, des humains représentés dans la vidéo. Donc ça, c'est un travail qui doit être fait manuellement, mais il y a aussi des options pour le faire de manière automatisée. Et donc, une fois qu'on a annoté ce jeu de données, on va entraîner notre modèle qui s'appelle Euro, donc c'est un modèle de deep learning qui va apprendre la bonne réponse. Donc, pour lui, la bonne réponse, c'est où sont situées les boîtes sur l'image pour savoir que sur cette image, on a la tête qui est au centre. Et ensuite, donc à l'inférence, quand on veut détecter des objets sur une nouvelle vidéo, ce que va faire le modèle, c'est qu'il va extraire les images comme on l'a fait nous, et il va, par rapport à ce qu'il a entraîné, reconnaître les objets, les éléments, les zones d'intérêt, et dessiner artificiellement les boîtes. Donc le résultat, ça va être les longueurs et largeurs de chaque pour reconnaître chaque zone d'intérêt sur la vidéo. Et combiné à ça, si on combine l'intelligence artificielle et le regard, on est capable de détecter les endroits où sont les différentes zones d'intérêt
Et donc, pour chaque frame, on va savoir où est le regard. Et donc, en additionnant toutes les frames, on va être capable de calculer des statistiques qui permettent de définir combien de temps on a passé à regarder un objet. Donc, dans notre cas, c'était les zones d'intérêt, c'était tête, plus, bras. Ça peut être aussi différentes statistiques comme le temps que j'ai mis à regarder la première fois. Alors, on l'a pas fait, mais on pourrait. Et aussi le nombre de regards. Si j'ai beaucoup regardé la tête, ou pas, pendant une certaine période. Et donc, on a traduit ça dans un premier temps sous forme de diagramme, comme l'a dit Jean-Michel. Donc, il y avait beaucoup de phases et de sous-phases, il y avait beaucoup de zones, donc il y avait beaucoup d'informations. On voit que c'est pas forcément très digeste à interpréter. Et en fait, par expérience et après réflexion, on s'est dit que c'était bien de ne pas trop en montrer, de simplifier au maximum l'interprétation de ce genre de statistiques pour des personnes qui sont pas expertes. Et c'est pour ça qu'on a fait la deuxième version où on a coloré de manière plus ou moins intense en fonction du temps passé à regarder chaque zone d'intérêt. Et donc, rapidement, on n'a pas besoin d'interpréter. Une personne qui est non experte va pouvoir plus facilement interpréter ce genre de données. Donc, il y a aussi un travail sur l'algorithmique et l'entraînement des modèles, mais il y a aussi un travail de présentation d'informations et comment on peut présenter l'information de manière efficace pour que ce soit utile à l'utilisateur final. C'est un très bon exemple de la version 1 avec les diagrammes, puis ensuite une version simplifiée et facilement interprétable par les apprenants. Donc, rapidement, au niveau technique, on utilise des lunettes. Donc, nous, on développe pas les lunettes, on les a achetées. Donc, ça a quand même un certain coût, plusieurs milliers de francs. C'est inclus avec un smartphone. Et puis, on a la possibilité d'avoir une annotation, de se connecter sur une interface web en ligne pour pouvoir taguer et annoter les différentes phases pendant la simulation. Donc, ça, c'est ce qui est déjà proposé par le constructeur des lunettes. Et ce que nous, on a développé à la Haute École d'ingénieurs, c'est une plateforme web qui permet de faciliter l'usage de ces lunettes à but pédagogique, de pouvoir ajouter des questions. Maintenant, on peut même les modifier, pouvoir associer la vidéo à un étudiant spécifique et après de développer tout le processus que Jean-Michel vous a présenté avant pour pouvoir activer la réflexion sur sa performance, sur la pratique des étudiants. Donc, rapidement, la plateforme web, donc la première phase va être une phase d'annotation. Donc, l'étudiant va revoir sa simulation. La plateforme a un petit peu évolué depuis, mais l'étudiant peut revoir sa simulation en annotant les différentes phases A, B, C, D, E. Donc, on peut voir que la timeline va se dessiner de manière en temps réel pendant que l'étudiant revoit sa vidéo. Et le rond rouge va lui montrer où s'est situé son regard pendant la tâche. Et après, on a une succession de questions qui ont été conçues par le corps enseignant en soins infirmiers, qui va permettre de guider les apprenants dans l'analyse de leur pratique. Et on a ces statistiques, donc ça c'est la version 1, qui vont permettre d'objectiver cette réflexion. Est-ce que j'ai passé assez de temps sur la tête ou pas? Est-ce que c'est logique? Oui ou non? Donc, les questions sont là pour guider et les statistiques permettent d'objectiver cette réflexion et de guider aussi parce que c'est pas forcément facile d'analyser sa propre performance. Et après, on a la création des timelines, des annotations faites par l'étudiant sur sa propre vidéo et les annotations du professeur en live pendant la simulation. Et donc, c'est aussi un exercice intéressant de comparaison en termes de procédure systématique, de voir si j'ai analysé la même chose qu'un expert. Et donc, il y a toujours la barre en haut qui permet de montrer à l'utilisateur où il en est dans le processus et à la fin, ils vont aussi associer, évaluer leur niveau de raisonnement clinique comparé à avant. Et puis, c'est aussi ça qu'on a analysé comme l'a présenté Jean-Michel juste avant. Donc, finalement, les bénéfices d'Island, pour les apprenants, la vidéo, ça va, de leur propre perspective, ça leur permet une meilleure prise de conscience de leur processus cognitif et ça va leur permettre d'identifier des axes d'amélioration, que ce soit pour la réalisation de la tâche, pour la performance ou aussi pour l'aspect sécurité, peut-être dans d'autres domaines. Comme je l'ai dit, les questions servent à guider la réflexion et les statistiques permettent d'objectiver la réflexion, voire de viser la performance pour essayer de s'améliorer. Et la plateforme donne aussi la possibilité de se comparer à un expert ou de se revoir, sachant que les étudiants ont toujours accès vidéo en libre accès via la plateforme. Concernant les formateurs, donc ça enlève toute la subjectivité. Ils peuvent vraiment se mettre à la place des apprenants. Dans leur cas, dans le cas des soins infirmiers, ils utilisaient déjà des caméras, mais on a toujours une position d'observateur externe. Et là, on se met vraiment à la place de l'apprenant, dans le sens à la première personne. Ça peut vraiment enlever la subjectivité. Ça guide les apprenants dans l'analyse de leur pratique.
ça fournit des statistiques de qualité. Et puis, ils peuvent utiliser les réponses ou éventuellement la vidéo pour faire un feedback comme support de feedback personnalisé et éventuellement suivre la progression et la performance. Autre point intéressant, c'est que la flexibilité, les étudiants n'ont pas beaucoup de temps à disposition et donc ils peuvent analyser un peu quand ils veulent la performance via l'interface web depuis n'importe quel endroit, faire ça. Et donc la question se pose, actuellement, on est en train d'explorer les possibilités de transposition, notamment dans l'industrie. Et donc finalement, pour l'utiliser dans votre cas d'usage, il faudrait seulement pouvoir utiliser les lunettes dans votre environnement de travail. Ça demande de venir, qu'on vienne avec les lunettes, tester les lunettes, adapter les questions et l'agencement des pages sur le nouveau cas d'usage que vous choisirez. Et si vous avez besoin des statistiques, il faudrait réentraîner un modèle d'intelligence artificielle en annotant quelques images pour détecter les zones d'intérêt. Donc voilà, en conclusion, l'idée c'était de montrer que l'expertise avec iLearn, c'était de dépasser l'effet wow de la technologie d'eye tracking, mais de fixer des buts pédagogiques précis pour que la technologie soit vraiment au service de l'humain. Et finalement, même en 2025, il y a beaucoup cette hype via la technologie. On parle beaucoup de ChatGPT, de l'intelligence, de l'IA générative. Mais finalement, l'IA n'est pas que générative. On peut aussi utiliser l'IA de manière pragmatique pour détecter, par exemple, des zones d'intérêt dans notre cas, et du coup, utiliser l'IA pour valoriser l'humain et pas forcément le remplacer. Et du coup, en combinant l'eye tracking et l'intelligence artificielle, ça permet aussi de rendre aussi une formation plus pointue et aussi plus engageante peut-être, en améliorant dans l'engagement des apprenants avec un outil digital et en fournissant des données quantitatives de qualité pour améliorer sa pratique. Voilà, j'ai déjà noté quelques questions pour après, mais l'idée c'était aussi de voir s'il y a des idées de transposition dans d'autres domaines, donc on peut en reparler ensemble, mais l'idée c'est de réfléchir si vous voyez un peu des potentiels d'application dans vos domaines, peut-être dans le domaine des soins, mais sur un autre métier ou une autre tâche. Et si vous seriez intéressé pour tester les lunettes, je reste à disposition pour vous conseiller. Voilà. Merci à tous pour votre attention et je laisse la parole à Léonie. J'espère que vous m'avez bien entendu malgré le bruit de fond. Merci Quentin. Non, on t'a très bien entendu, ça peut saccader. Je vous propose de pencher notre regard vers l'ouest de la France. Donc on va aller en Bretagne. Et encore un grand merci à Léonie qui prend du temps. Elle est actuellement étudiante en médecine en 6e année. Et donc je crois qu'elle est aux urgences actuellement. Donc encore un grand merci pour sa disponibilité. Et je lui cède la parole. Bonjour à tous. Je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez tout voir. Alors. Est-ce que ça a fonctionné? Pas pour l'instant. Là, ça devrait être bon. Là, vous voyez bien? Ouais, c'est bon. Ok. Donc, moi, c'est Léonie Méneur. Je suis étudiante en médecine en France. Je suis en 6e année et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler également de l'intelligence artificielle, mais sous un angle un petit peu différent, celui de la révolution radiologique, l'utilisation de l'intelligence artificielle au service du diagnostic médical. Donc, juste un tout petit point sur mon parcours. Je suis étudiante à l'Université de Bretagne occidentale à Brest, en Bretagne, donc effectivement tout à l'ouest. Et je travaille au centre hospitalier universitaire de Brest, qui m'a permis de faire en parallèle de mes études un master de recherche lié au laboratoire de rhumatologie de l'hôpital, qui est labellisé INSERM. Et mon étude a porté sur l'utilisation combinée de l'intelligence artificielle, de l'eye tracking dans l'analyse de radiographie de patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. Donc, c'est cette application que je vais vous présenter aujourd'hui. Pour commencer, je pensais vous définir rapidement les termes pour que vous compreniez bien de quoi je vais parler par la suite. Donc, la polyarthrite rhumatoïde, très simplement, c'est un rhumatisme inflammatoire chronique qui fonctionne par poussée. Ce que vous voyez à droite, c'est la synovite. En fait, c'est l'inflammation du liquide périarticulaire qui va provoquer
des douleurs articulaires, des érosions, des pincements, et a fortiori, avec l'image qui est en dessous, vous imaginez bien la limitation fonctionnelle, en tout cas le handicap, et l'impact socio-économique que cela peut avoir. Et ici, l'intérêt des radiographies, c'est réaliser le bilan précoce des lésions, les érosions, les pincements, ensuite planifier le suivi et évaluer la réponse au traitement des patients. Un autre sujet très intéressant pour la polyarthrite rhumatoïde en ce moment, c'est l'intelligence artificielle qui occupe dans la médecine en général une place de plus en plus croissante pour interpréter les images, les reconstruire, faire des prédictions d'évolution des maladies, et en particulier le deep learning. Donc c'est ce qui a été schématisé ici, qui, comme M. Métayer l'a expliqué, ça fonctionne comme un réseau de neurones qui s'ajuste par rétropropagation. Donc on entre des données. Pour vous simplifier, on entre des données. L'intelligence artificielle va essayer de les analyser de la même façon que nous, et elle nous sort un résultat, et puis elle va apprendre par la suite à se corriger toute seule. Et donc, dans mon cas, en tout cas en radiologie, les radiographies peuvent être analysées par l'intelligence artificielle pour détecter les signes précoces de polyarthrite, et avec une performance qui est proche, voire peut-être dans quelques années supérieure à celle d'un lecteur humain. Ou en tout cas, ce serait une bonne aide pour éviter l'aspect chronophage. Alors, quand je vous parle d'aspect chronophage, c'est ça que je mentionne. Donc, par exemple, voilà. Donc, pour apprendre à une intelligence artificielle à analyser des radios, il faut qu'on labellise, donc c'est-à-dire qu'on entoure toutes les articulations qui sont atteintes par la polyarthrite rhumatoïde. Donc, il faut déjà avoir des notions d'anatomie ou en tout cas de base de lecture radiographique pour créer des données pour le deep learning. Donc, une fois que tout est entouré, il faut ensuite nommer chaque articulation. Donc, c'est ce que vous voyez là, pour qu'ensuite l'intelligence artificielle puisse apprendre à le faire toute seule et reconnaître ensuite, quand on lui donnera des radiographies vierges, qu'elle puisse reconnaître toute seule les articulations et s'il y a des érosions, des pincements, etc. Donc, voilà, ça, ce serait une radiographie de main, par exemple, qui aurait été labellisée en entier. La même chose pour les pieds. Donc, rien qu'avec ça, vous imaginez bien que c'est très chronophage parce que pour qu'elle puisse bien s'entraîner, il faut des centaines et des centaines de radiographies. Il faut faire ça à la main. Donc, on n'a pas toutes les petites mains disponibles à l'hôpital pour faire ça, ce qui est très, très long. Et c'est là qu'intervient l'eye tracking, qui permet d'apprendre à l'intelligence artificielle à observer comme un expert. Elle permet d'enregistrer les mouvements oculaires pendant la lecture de l'imagerie radiologique, et son intérêt va être de capturer la stratégie visuelle de l'expert pour entraîner l'intelligence artificielle à regarder comme lui. Pour vous imager un peu tout ça, donc là j'ai une radiographie d'un patient qui est atteint de polyarthrite rhumatoïde. Je pense que là, si je vous demande de regarder rapidement, selon vous, où est-ce que je peux trouver des lésions sur la main, je pense que les mouvements oculaires que vous feriez ressembleraient à ça. Donc là, c'est la superposition en fait de différents tests qu'on a fait avec des étudiants. Vous imaginez bien, c'est un petit peu fouillis, ce qui est normal quand on est débutant, quand on est étudiant et que c'est pas facile à apprendre. Mais nous, ce qu'on veut, c'est se rapprocher d'une vision d'expert, donc qui ressemble à ça. Donc là, vous voyez bien les zones d'intérêt qui sont signalées par les grosses bulles, et c'est là en fait où l'expert a regardé le plus longtemps, et on voit bien que son regard était très focalisé. Là, en l'occurrence, c'est parce qu'il savait qu'il fallait regarder les articulations en particulier, sinon évidemment, il aurait fait un tour plus ample des structures anatomiques, mais comme ça, vous comprenez sur quoi doit tendre l'intelligence artificielle. Passer de quelque chose de très fouillis comme l'œil de l'étudiant à celui d'un expert. Et donc, c'est là qu'intervient l'article que nous avons publié dans le PLOS Digital Health. Donc, c'est une revue internationale qui est en accès ouvert, spécialisée dans les innovations numériques en santé. Et ce travail est le fruit d'une collaboration entre des cliniciens, des chercheurs en intelligence artificielle, des ingénieurs et des spécialistes d'analyse radiologique. Donc,
Ici, nous sommes 7 co-auteurs issus de disciplines complémentaires. Donc, par exemple, le docteur Baptiste Quéré, qui est rhumatologue, porteur du projet. Moi-même, donc étudiante en médecine, j'étais en charge de l'analyse des données d'eye tracking, de l'organisation de l'expérimentation et de la rédaction de l'article. Nous avons également Monsieur Nathan Foulquier, qui est chercheur en intelligence artificielle, le professeur Alain Sarraud, qui est le chef de service, directeur du projet et le garant de on va dire, de la qualité scientifique et clinique de l'étude. Donc voilà, vous voyez qu'il y avait quand même un panel pluridisciplinaire sur ce projet. Et donc l'objectif de cette étude était de développer une nouvelle méthode de lecture de radiographie basée sur l'eye tracking pour évaluer la sévérité des lésions, segmenter les articulations et obtenir un score automatique de gravité de la lésion, tout ça en un seul temps, et le comparer à un score classique de référence qui est le score de Sharp. Donc, le score de Sharp, c'est un score qui est utilisé en pratique pour évaluer la polyarthrite rhumatoïde. Il cote les érosions de 0 à 5, en 0 une articulation normale et 5 une complète destruction de l'articulation, et les pincements de 0 à 4. Voilà. Donc ça, c'est juste pour que vous compreniez ce que je vais vous raconter par la suite. Donc pour cette étude, nous étions 2 lecteurs, donc un étudiant et un radiologue expérimenté. Nous avons étudié 20 radiographies de mains, de pieds de 10 patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, ce qui correspond à 440 articulations. Donc, vous comprenez bien l'importance de l'eye tracking comparé à la labellisation à la main très chronophage que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ici, nous avons créé un score. On a pris le score de Sharp de 0 à 5 et on a fait l'équivalent en score d'eye tracking. Donc, ça nous a permis de segmenter et évaluer les articulations uniquement grâce au regard. Ce que j'entends par là, c'est une fixation prolongée ou répétée sur une zone d'intérêt signale la présence d'une lésion. Donc, par exemple, si le score de Sharp cote la lésion à 1, on va dire, il fallait que l'examinateur regarde plus de 2 secondes, et ainsi de suite, comme il y a marqué dans le tableau. Et donc, nous, on avait utilisé l'eye tracker de Tobii ProLab. Voilà. Donc ici, vous avez résumé les durées de fixation en millisecondes qu'on a ensuite analysées avec le logiciel de statistique SPSS et rapporté à chaque articulation. Donc, nous avons calculé le coefficient de corrélation intraclasse qui est représenté ici par des nuages de points afin d'évaluer la concordance entre le score d'eye tracking et le score classique de Sharp. Donc, on voit ici qu'il y a une très bonne corrélation. Ici, je vous ai mis avec plus de détails les autres tests statistiques qui ont été réalisés si jamais ça vous intéresse. Et donc, on peut voir que l'eye tracking apparaît comme une méthode relativement fiable, prometteuse pour une évaluation semi-automatique des lésions articulaires. Elle est dotée d'une bonne reproductibilité, il y a une forte concordance avec l'expertise humaine, et c'est une approche qui ouvre des perspectives pour l'aide au diagnostic et à la formation en général en imagerie rhumatologique ou en imagerie en général. Donc, tout à l'heure, j'avais mentionné les heatmaps dans mon diaporama. Donc, voici l'illustration. Le logiciel nous permet de créer des heatmaps par rapport à ce qu'on a regardé. Elle traduit les temps de fixation par des pixels colorés. Donc, chaque pixel est coloré selon la sévérité d'une lésion. Exactement comme tout à l'heure quand je vous ai expliqué pour le score de Sharp où 2 secondes, ça valait 1 point, etc. Là, les pixels verts, donc les zones qu'on va dire froides, correspondent à un score de Sharp inférieur à 1, ce qui correspond à une articulation normale. Les pixels jaunes, c'est un score de Sharp qui est égal à 1, donc c'est une lésion modérée. Et les zones chaudes, donc pixels orange à rouge, correspondent à des scores de Sharp supérieurs ou égal à 2, et donc des lésions sévères. Donc, cette représentation permet de constater la corrélation entre le temps de fixation en millisecondes et la sévérité des lésions. Donc, notre étude permettait de proposer une méthode innovante de lecture radiographique qui combine en un seul temps la segmentation,
le scoring grâce à l'eye tracking. Et c'est une approche qui rend l'analyse plus rapide, plus intuitive et simultanée, particulièrement utile pour les lecteurs novices comme les étudiants et prometteuse comme outil pédagogique, que ce soit pour les étudiants, mais aussi pour les professionnels qui ne sont pas forcément habitués à utiliser les outils radiologiques tous les jours, ou les patients qui aimeraient tout simplement savoir plus sur leur pathologie, savoir pourquoi telle articulation fait mal et pas une autre. Voilà, donc c'est pour remettre aussi le patient au cœur de sa prise en charge. Mais cette étude présente toutefois des limites, car c'était une étude monocentrique avec un faible effectif, et la sensibilité de l'eye tracking dépend des conditions extérieures, donc la qualité des lunettes, la qualité de l'écran, la qualité de la radiographie, les particularités anatomiques des patients. Et voilà, tout ça peut intervenir dans la qualité de l'étude. Ce qui nous permet de discuter des perspectives. Donc, le deep learning, comme on l'a mentionné précédemment, est déjà utilisé en médecine et déjà utilisé pour aider à diagnostiquer la polyarthrite rhumatoïde. Mais l'association eye tracking et intelligence artificielle est toute nouvelle et particulièrement prometteuse, et elle permet de générer automatiquement des heatmaps, diagnostics basés sur le regard de l'expert, pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle à regarder comme un expert, et ce qui ouvre la voie à des outils pédagogiques qui seraient plus interactifs, plus visuels et plus intuitifs pour apprendre la lecture radiologique. Donc, en conclusion, l'eye tracking en tout cas paraît comme un outil rapide, fiable et pédagogique dans la lecture des radiographies, en tout cas de polyarthrite rhumatoïde, et elle pourrait simplifier l'apprentissage du scoring et être étendue à différentes disciplines, qu'elles soient médicales ou non, qui utilisent notamment des scores visuels. Donc ici, si la présentation vous a intéressé, vous pouvez retrouver l'article dans son entièreté sur les différents sites cités ci-dessous. Les références de l'article, si jamais vous voulez en savoir plus. Et je vous remercie pour votre attention et j'espère que ça vous aura intéressé. Merci Léonie. Merci à vous trois, hein. J'ai fait des statistiques. Le mot pédagogie a été cité 24 fois. Donc c'est vraiment le cœur on est vraiment au cœur de l'apprentissage, avec pour certains des technologies futuristes, mais en vous entendant, c'est vraiment des technologies actuelles. Donc merci à tous les trois. Place aux questions. Il y avait une question dans la conversation. Je vais la reformuler, bien que Jean-Michel ait déjà en partie répondu, hein. C'était la question, donc c'était concernant le premier projet iLearn. Est-ce que ce projet est un pilote ou est-il déjà intégré dans la formation de manière générale? Je pense que c'était en lien avec conscience et compétences. Est-ce que ça fait partie déjà intégrante? Donc, Jean-Michel, je te laisse répondre. Oui, merci beaucoup. Oui, effectivement, on parle de projet, mais en fait, c'est complètement implémenté. C'est un projet qui a commencé il y a plus de 3 ans. On avait gagné le prix d'innovation pédagogique de la HESSO il y a 3 ans, ce qui nous a permis d'obtenir des fonds pour le mettre vraiment en pratique. Il y a eu différents tests auprès de nos étudiants, et actuellement à la Haute École de Santé de Fribourg, les étudiants font globalement de la simulation à peu près tous les mois ou tous les 2 mois, et durant l'ensemble de leur parcours, un peu plus en première et en deuxième année, ils auront l'occasion à 3 reprises d'utiliser iLearn, que ce soit dans des contextes de prise en soins ou de prise en charge de patients à l'étage, mais en contexte de médecine, de contexte de chirurgie et également de contexte d'urgence. C'est ce qui explique qu'on a plus de 200 participants étudiants maintenant qui l'ont utilisé. Et chaque journée de simulation, on a généralement 4 ou 6 salles de simulation qui travaillent en parallèle. On a 4 paires de lunettes, et on a donc 4 paires de lunettes qui sont utilisées par 4 étudiants en parallèle, et ça reproduit généralement 4 à 6 fois par jour. Merci. Merci beaucoup. Merci pour la question.
Donc, ce n'est pas une question, c'est juste c'est un commentaire. En tout cas, on vous remercie tous les trois, passionnant comme sujet. Et cette personne va aussi dans le monde de la pédagogie, elle part en cours. Donc, le deuxième, autre question, dans la mise en œuvre de l'eye tracking dans l'observation des radios médicales, est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui ont entraîné le système ou une seule personne suffit? Alors là, en tout cas pour cette étude, on n'était que deux. Donc moi et un radiologue professionnel. Mais en parallèle, il y avait une autre étude qui était moins ciblée sur l'eye tracking, plus sur la labellisation, comme j'ai montré au début, à la main. Et là, par contre, ils étaient plusieurs à labelliser pour permettre à l'intelligence artificielle d'analyser plus rapidement, d'avoir plus de données en entrée très rapidement. Mais en ce qui concerne l'étude d'eye tracking, on n'était que deux. Merci. Léonie, il y a une nouvelle question qui est en cours d'écriture dans le chat. On va bientôt la recevoir. Est-ce que SMACA a prévu de mettre en œuvre ces technologies dans ses formations? Oui, c'est en partie la raison de l'organisation de ce webinaire. Comme l'a signifié Monsieur Vast, ben, nous, on enseigne dans le monde de la technique. Donc voilà, on n'a pas l'expertise dans le domaine de la santé, mais dans le monde de la technique, aujourd'hui, il est aussi chronophage de toujours avoir un expert derrière un étudiant. Donc d'où l'importance de pouvoir aussi laisser l'apprenant faire son propre parcours pédagogique et ensuite pouvoir donner à un expert un feedback. Donc c'est vrai qu'on regarde attentivement ces éléments-là, autant pour, je dirais, qualifier une personne sur une machine, hein, autant qualifier une personne sur un process d'assemblage. Hein. Nous sommes en Suisse, hein, c'est le monde de la haute horlogerie. Donc les gisements sont énormes et aussi accompagnés d'un point de vue technique. Hein. Nous commercialisons des produits dans le monde entier. Faire la maintenance, le service à distance de ces équipements, c'est aussi le potentiel d'amélioration. Donc oui, SMACA réfléchit à intégrer ces éléments-là, autant dans l'ingénierie pédagogique que dans le monde. Mais tout ça amène de la compétence, donc c'est un chemin qui est long, mais voilà, on en est encore au début. Jean-Michel, tu voulais compléter? Oui, merci beaucoup. Compléter, oui, pour dire qu'effectivement, rebondir sur ce que vous disiez, je pense qu'iLearn, en tout cas l'utilisation qu'on fait de l'oculométrie, nous, dans iLearn, permet plusieurs contextes. Nous, on l'a utilisé dans la résolution de problèmes pour les aspects, disons, réflexifs, mais effectivement, pour accompagner un apprenant soit dans une réflexion, soit dans une systématique. La mise en place d'une systématique, l'application d'un algorithme ou l'application d'une notice avec un ordre clairement défini. C'est vrai que le système permet autant aux participants ou à la participante d'avoir un feedback personnalisé et puis d'améliorer le process. On s'est posé, nous aussi, la question des certifications, voire même des évaluations grâce à l'oculométrie. Alors, c'est un pas qu'on a choisi, nous, de ne pas faire parce qu'on souhaite que la simulation reste quelque chose au maximum de formatif, même si on a certains examens qui se font en simulation, mais en tout cas pas utiliser iLearn dans ce cadre-là actuellement, mais on peut très bien imaginer aussi pour des évaluations, voire des certifications, que ce soit un système qui puisse observer encore plus en finesse un processus ou une mise en place de systématiques. Au-delà du regard extérieur, mais quelque chose de très vue subjective. Hein? Ouais, peut-être pour rebondir sur l'aspect certification, pour rebondir sur l'intelligence artificielle, il faut vraiment que l'intelligence artificielle atteigne des niveaux de performance très élevés, proches de 100%, pour être sûr qu'on détecte bien les zones d'intérêt et donc que la certification est bonne. Donc,
L'aspect certification, il se fait dans un deuxième temps quand l'IA elle est suffisamment performante et capable de reconnaître les objets d'intérêt pour certifier soit des étapes, soit calculer les statistiques. Mais je pourrais rebondir sur la thématique. Merci. Vous l'avez mentionné, hein, il faut passer de la subjectivité à l'objectivité. Vous avez cité aussi le mot statistique, hein, on parlait de score. Tout ça, aujourd'hui, on sait que parfois, dans les certifications, il y a des recours, hein. Nous avons aujourd'hui des filières d'apprentissage en Suisse, hein, où il y a plusieurs parties prenantes, hein, l'entreprise, l'apprenant, l'expert. Parfois, peut-être, on peut imaginer aussi, quelque part, enlever une certaine subjectivité, donner de l'objectivité, autant dans le succès que dans l'échec. Donc, il y a encore pas mal de perspectives très, très intéressantes, hein. C'est un moyen, hein. Donc, il faut, comme vous l'avez dit aussi, hein, il faut exprimer le contexte et le besoin. Sinon, ça reste uniquement un outil, hein. On arrive au terme de cette heure, elle est passée très vite, sujet passionnant. Au nom des participants, en tout cas, un grand merci, hein. J'ai lu en tout cas, nos interventions étaient très intéressantes, très pratiques. Quelle expertise scientifique. Et en tout cas, vous avez bien montré au travers de projets cette pluralité des compétences. Aujourd'hui, l'humain ne peut pas détenir toutes ces compétences et c'est vraiment une équipe. Et c'est vrai que on réfléchit aussi au niveau des compétences techniques, l'organisation de l'entreprise de façon générale. Donc, quelles sont les compétences dont on a besoin aujourd'hui ou demain pour se développer. Donc voilà, encore d'autres sujets. Donc, je vous rappelle que ce webinaire a été enregistré. Donc, il sera disponible sur notre chaîne YouTube, mais je pense bien que ce soit Quentin, Jean-Michel ou Léonie le partageront aussi dans d'autres réseaux. Donc, n'hésitez pas à reprendre contact, hein. Il y a un moment de source, hein. Vous avez possibilité de reprendre plus de temps avec les différents intervenants, hein. Donc, vous avez leur contact et aussi leur publication. Un grand merci. Bonne fin de journée, bon appétit et en tout cas à tout bientôt et prenez soin de vous. Merci. Et un grand merci à vous, David Mener et à SMACA de nous avoir donné l'occasion de partager nos projets et quelque part aussi la passion qui nous anime à travers ces projets et à disposition pour de possibles transpositions au développement. Merci. Ciao, merci ciao. bien. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.